Eh bien, bonjour Catherine. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler des récentes modifications aux conventions collectives des secteurs SNL, commercial et industriel en ce qui concerne la table des métiers. Dans la capsule précédente, on a vu que la négociation dans notre industrie se fait à 3 niveaux. Donc, il y a le 3 commun où on va négocier les clauses communes aux 4 secteurs de l'industrie. La table sectorielle où ce sont plutôt les conditions de travail qui vont être applicables pour les secteurs ICI, pour tous les métiers qui sont à la règle générale. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le 3e niveau, là, qui est la table des métiers. Pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement là, en quoi elle consiste? Oui, avec plaisir. Donc, dans l'industrie, on compte 25 métiers et différents types occupationnels. En parallèle des négociations du tronc commun et de la taxe sectorielle, comme vous avez vu dans la capsule précédente, chacun des métiers peuvent se négocier des conditions de travail qui sont spécifiques à leur métier, qui répondent aux besoins des employeurs et aussi des travailleurs. Par exemple, on pourrait se négocier un horaire de travail ou des primes qui vraiment là, seraient spécifiques aux enjeux de ce métier-là. Cette année, on a eu à peu près 20 tables de négociation. Il y a quelques métiers qui ont été regroupés, fait que c'est pour ça qu'on n'a pas eu 25 tables de métiers. La grande majorité des tables ont réussi à avoir une entente. Il y en a quelques-unes quand même qui sont restées là, sans entente, fait qu'ils ont gardé les mêmes conditions qui étaient à l'ancienne convention collective. Bien, très bien. Merci, Catherine. Là, ça nous donne un bon portrait là, du fonctionnement des tables de métier et de leur rôle dans les négociations. Et avant de plonger dans les changements concrets, on va prendre un petit moment pour clarifier 2 termes là, qu'on entend souvent, mais qui peuvent parfois porter à confusion. Métier et titre occupationnel. C'est quoi la différence entre les deux? Oui, donc une occupation, ça désigne un type de travail ou une fonction qui ne relève pas d'un des 25 métiers qui est prévu à l'annexe A du règlement 8 de la loi R20. On pense par exemple aux charpentiers menuisiers, aux peintres, aux couvreurs, etc. Les occupations, eux, on en a 25 et eux sont définis par les conventions collectives. Là, on parle entre autres des manœuvres, les manœuvres spécialisées, les manœuvres en décontamination ou même les soudeurs, là, par exemple. OK, merci pour cette précision-là. C'est toujours important, là, je pense pertinent de savoir faire la distinction entre les deux. Et à présent, sans entrer dans le détail métier par métier, parce que je pense qu'on en aurait encore pour 1 heure à en discuter, on va parler un peu des changements qui ont été apportés. Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu des changements importants, mais en ce qui concerne les frais de déplacement pour commencer? Oui, Valérie. Donc, en fait, on a vu à la capsule précédente que les indemnités pour les frais de déplacement en bas de 120 km avaient été indexées là, au niveau de la règle générale. On se rappelle que ce n'est pas tous les métiers qui sont à la règle générale et plusieurs métiers, là, par le passé, s'étaient négociés des règles spécifiques. Ils ont donc pu se servir de ces tables-là pour venir indexer les frais à leurs règles à eux. On parle entre autres des calorifugeurs, des chaudronniers, des mécaniciens d'ascenseurs, de tous les métiers de la truelle, les monteurs-assembleurs, les ferrailleurs qu'on nomme maintenant poseurs d'armature de béton et aussi les tuyauteurs pour l'industriel. Il y a aussi une nouvelle mesure qui a été ajoutée pour les opérateurs de pompes à béton. Lorsqu'il y a un aller-retour qui est fait dans la même journée pour un chantier qui va durer une journée ou un travaux là, d'une seule journée, à une distance entre 120 et 160 km du domicile du travailleur et que l'employeur fournit le moyen de transport, il n'y a aucune indemnité de chambres et pensions qui est due. Il y a beaucoup de critères, fait qu'hésitez pas à communiquer avec nous là, si jamais vous avez des questions, mais c'est une nouvelle mesure là, qui a été ajoutée seulement pour les opérateurs à béton. Il y a aussi pour les mécaniciens d'ascenseurs, il y a eu la création d'une nouvelle borne de calcul pour la région de l'Outaouais qui aura comme référence le casino du Lac-Lémy. Avant, il y avait seulement les régions de Montréal, Québec et les cantons de l'Est là, qui avaient des bornes de calcul comme ça. OK. Et pour être certaine de bien comprendre, est-ce que ces bornes vont servir de point de référence pour calculer les frais de déplacement du salarié? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, va servir là, de point de départ fictif pour calculer les indemnités. Donc, par exemple, si on a un employé qui réside à Gatineau, qui est dans la région de l'Outaouais, elle va voir ses frais de déplacement débuter à partir du casino du Lac-Lémy et non à partir de son domicile, comme c'est le cas là, pour la majorité des métiers. Il ne faut juste pas qu'on oublie, là, cette borne-là s'applique seulement aux mécaniciens d'ascenseur. OK, parfait. Ça nous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble là, des changements liés aux frais de déplacement. Et on va constater là, effectivement là, que certains métiers se sont négociés des particularités qui sont bien propres là, à leur réalité. Là. Oui. Maintenant, on va continuer avec un autre aspect qui est central de nos conventions collectives, qui sont les horaires de travail. Est-ce qu'il y a eu des changements importants à ce niveau? Donc, oui, effectivement, il y a plusieurs métiers qui ont obtenu plus de flexibilité dans l'aménagement des horaires. Je vais vous donner quelques grandes lignes, mais il y a quand même eu d'autres choses là, qui ont eu lieu, fait que je vous invite à communiquer avec nous si vous avez d'autres questions.
Notamment pour les charpentiers menuisiers. On est venu arrimer le taux de jour et le taux de soir avec la plage horaire du charpentier. Dans l'ancienne convention collective, le taux de jour débutait à 7 heures, alors que l'horaire du charpentier permet de débuter à 6 heures. Donc, on est venu arrimer le taux de jour pour qu'il puisse débuter lui aussi à 6 heures, comme l'horaire du charpentier. Au niveau des horaires comprimés, pour les chaudronniers, il est maintenant possible de faire un horaire comprimé du mardi au vendredi. Par le passé, dans l'ancienne convention collective, la seule horaire comprimée possible était du lundi au jeudi. Il y a quand même des conditions à respecter. Il faut que l'horaire soit fait pour au moins 2 semaines et qu'elle soit établie pour la durée du chantier au complet. Au niveau des électriciens aussi, il y a eu des ajouts. Donc, l'employeur peut maintenant établir un horaire comprimé de 4 jours par semaine, 10 heures par jour, du lundi au jeudi, sous certaines conditions. Notamment, le groupe syndical majoritaire doit être averti de cette modification d'horaire-là. Il y a plusieurs autres conditions qui s'appliquent, fait que je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions ou à consulter nos documentations là-dessus. OK. Puis les horaires aussi que tu viens de mentionner, est-ce qu'ils vont s'appliquer tous de la même manière là, pour les secteurs institutionnel, commercial et industriel, ou il y a des différences selon les deux secteurs? Dans la majorité des cas, ça s'applique à nos 2 conventions collectives, mais il y a quand même certaines particularités là, qui ont été négociées, notamment pour les tuyauteurs et les soudeurs en tuyauterie et pour les calorifugeurs. Donc, eux autres, ils ont des particularités spéciales là, qui ont été négociées seulement pour la convention industrielle. Bien, merci beaucoup, Catherine. Finalement, ce qu'on doit retenir, là, c'est que la majorité des changements au niveau des horaires de travail apportent une plus grande souplesse pour s'adapter aux réalités des chantiers. Oui, bien, c'est sûr que c'est une tendance assez claire qui se dessine là, dans l'industrie de la construction, d'avoir plus de flexibilité. Ça permet aux travailleurs d'avoir une plus grande conciliation travail-famille, ce qui devient quelque chose de très important pour eux là, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis c'est surtout que cette flexibilité-là peut vraiment faire toute la différence sur le terrain. Et en parlant de ça m'amène sur un autre point. Dans certaines tables, c'est pas tant les horaires de travail qui ont été modifiés, mais c'est plutôt la mise en place de comités paritaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, mais c'est sûr que l'étape de négociation par métier, c'est des journées de négociation qui vont assez vite. Parfois, on a 1 ou même 2 journées de négociation, puis ça laisse pas le temps nécessairement de discuter en profondeur des améliorations qu'il pourrait avoir pour les métiers. Il y a certains métiers qui n'ont pas réussi là, à avoir à convenir, en fait, d'améliorations à proposer pour cette négociation ici, mais ils ont décidé de convenir d'un comité pour pouvoir discuter de ces avantages-là qui pourraient être mis à la prochaine convention collective. On parle, entre autres, des installateurs de systèmes de sécurité ou encore des métiers de la truelle. Ils ont décidé de prendre les prochaines années d'ici la prochaine négociation pour prendre le temps de discuter des enjeux puis de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer la convention et pouvoir proposer des recommandations avant les prochaines négos. C'est un comité qui est paritaire, donc qui est composé de 5 représentants syndicaux et 5 représentants patronaux. Le comité n'est pas décisionnel, mais il va quand même permettre de proposer des recommandations pour arriver prêt à la prochaine négo. Ce qui retient mon attention dans ce que tu dis, je pense que c'est vraiment l'ouverture à des échanges pour les prochaines années. Ça montre vraiment une volonté de travailler tous ensemble sur des enjeux qui sont importants, puis aussi que ça va nous permettre justement de mieux négocier les prochaines conventions collectives. Et justement, tantôt, tu me parlais d'une tendance à vouloir s'adapter davantage aux réalités des chantiers. Est-ce qu'il y a eu d'autres modifications qui vont dans ce même sens-là? Oui, mais il y a plusieurs métiers qui sont venus actualiser leur liste d'outils pour mieux refléter la réalité des chantiers. On pense entre autres aux poseurs de système intérieur, aux vitriers ou aux peintres qui sont venus modifier leur liste d'outils, soit en ajoutant ou en retirant des outils qui étaient plus utilisés sur les chantiers. Pour les briqueteurs maçons, eux, il y a une nouvelle liste qui a été créée. Dans l'ancienne convention collective, il n'y avait pas de liste d'outils qui était prévue pour les briqueteurs maçons. Maintenant, il y en a une nouvelle, donc les briqueteurs maçons auront des outils à fournir quand ils vont se présenter sur les chantiers. C'est vraiment intéressant de voir que les outils évoluent concrètement. C'est vrai qu'il y a certains outils qui ne sont plus du tout utilisés aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet qui touche les métiers de l'acier. C'est le fonds de qualification de soudage. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, les métiers comme les ferblantiers, les chaudronniers, les tuyauteurs et les monteurs-assembleurs doivent détenir un certificat qui est émis par le Bureau canadien de la soudure pour pouvoir effectuer des travaux de soudure. Pour ce faire, l'employeur verse une cotisation au fonds de qualification de soudage via le rapport mensuel pour toutes les heures travaillées pour ces métiers-là. Le fonds, il va permettre de rembourser les travailleurs, les dépenses en fait que les travailleurs engendrent pour maintenir cette certification-là. On parle entre autres des frais de renouvellement, des frais de déplacement, les frais d'inscription ou de repas s'il y a lieu. Il y a certaines ententes qui ont été négociées pour faire augmenter le montant maximum qui est possible d'être remboursé, qui est prévu celui-là aux conventions collectives pour mieux refléter les coûts actuels du marché.
Bien, merci pour ces explications. Puis avant de conclure notre capsule, est-ce qu'il y a des changements qu'on n'a pas abordés et que tu aimerais nous partager? Bien, il y a peut-être juste un petit point que j'aimerais ajouter au niveau des régimes d'assurance complémentaires. Il y a plusieurs métiers là, qui sont venus bonifier les cotisations qui étaient versées à ces régimes-là pour pouvoir venir assurer là, la pérennité des régimes d'assurance. Eh bien, merci beaucoup, Catherine, pour ce tour d'horizon qui est très complet. Comme on le disait en ouverture, là, on a survolé seulement les grands changements pour consulter l'ensemble des modifications. On va inviter les employeurs à se référer au document fait saillant qui est disponible sur notre site Web et aussi à communiquer avec un conseiller en relation du travail là, si vous avez des questions, puis il va pouvoir vous accompagner. Et c'est ce qui conclut notre série de 2 capsules sur les modifications aux conventions collectives des secteurs actionnels, commerciaux et industriels. Merci et à bientôt.